L'art poétique chante 3. Il n'est point de serpent ni de monstre odieux qui, par l'art imité, ne puisse plaire aux yeux. D'un pinceau délicat, l'artifice agréable du plus affreux objet fait un objet aimable. Ainsi, pour nous charmer, la tragédie en pleurs d'Œdipe, tout sanglant, fit parler les douleurs. De reste, Parricide exprima les alarmes et, pour nous divertir, nous arracha des larmes. Vous donc, qui d'un beau feu pour le théâtre épris, venez envers pompeux y disputer le prix, voulez-vous sur la scène étaler des ouvrages où tout Paris en foule apporte ses suffrages et qui, toujours plus beaux, plus ils sont regardés, soit au bout de 20 ans, encore redemandés, que dans tous vos discours la passion émue aille chercher le cœur, l'échauffe et le remue. Si d'un bon mouvement l'agréable fureur souvent ne nous remplit d'une douce terreur ou n'excite en notre âme une pitié charmante, en vain vous étalez une scène savante. Vos froids raisonnements ne feront qu'attiédir un spectateur toujours paresseux d'applaudir et qui, des vains efforts de votre rhétorique, justement fatigué, s'endort ou vous critique. Le secret est d'abord de plaire et de toucher, inventer des ressorts qui puissent m'attacher. Que dès les premiers vers, l'action préparée, sans peine du sujet, aplanisse l'entrée. Je me ris d'un acteur qui, lent à s'exprimer de ce qu'il veut d'abord, ne sait pas m'informer et qui, débrouillant mal une pénible intrigue, d'un divertissement me fait une fatigue. J'aimerais mieux encore qu'il déclina son nom et dit « Je suis Oreste » ou bien « Agamemnon » que d'aller par un tas de confuses merveilles sans rien dire à l'esprit étourdir les oreilles. Le sujet n'est jamais assez tôt expliqué. Que le lieu de la scène y soit fixe et marqué. Un rimeur sans péril, de là les Pyrénées, sur la scène en un jour renferme des années. Là souvent, le héros d'un spectacle grossier, enfant au premier acte et barbon au dernier. Mais nous, que la raison à ses règles engage, nous voulons qu'avec l'art, l'action se ménage. Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli, tient jusqu'à la fin le théâtre rempli. Jamais au spectateur n'offrait rien d'incroyable. Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. Une merveille absurde est pour moi sans appât. L'esprit n'est point ému de ce qu'il ne croit pas. Ce qu'on ne doit point voir qu'un récit nous l'expose les yeux en les voyant, saisirait mieux la chose. Mais il est des objets que l'art judicieux doit offrir à l'oreille et reculer des yeux. Que le trouble toujours croissant de scène en scène à son comble arrivé se débrouille sans peine. L'esprit ne se sent point plus vivement frappé que lorsqu'un sujet d'intrigue enveloppé d'un secret, tout à coup la vérité connue
change tout, donne à tout une face imprévue. La tragédie informe et grossière en naissant n'était qu'un simple chœur où chacun en dansant et du Dieu des raisins et en entonnant les louanges s'efforçait d'attirer de fertiles vendanges. Là, le vin et la joie, éveillant les esprits du plus habile chantre, un bouc était le prix. Thespis fut le premier qui, barbouillé de lit, promena dans les bourgs cette heureuse folie, et d'acteur mal orné, changeant un tombereau, amusa les passants d'un spectacle nouveau. Esquille dans le cœur jeta les personnages d'un masque plus honnête, habilla les visages, sur les œufs d'un théâtre en public exaucé, fit paraître l'acteur d'un brodequin chaussé. Sophocle enfin, donnant l'essor à son génie, accrut encore la pompe, augmenta l'harmonie, intéressa le cœur dans toute l'action, des vers trop raboteux, polit l'expression. Lui donna chez les Grecs cette hauteur divine où jamais n'atteignit la faiblesse latine. Chez nos dévots, ayant le théâtre abhorré, fut longtemps dans la France un plaisir ignoré. De pèlerins, dit-on, une troupe grossière, en public à Paris, y monta la première, et sottement zélé en sa simplicité, joua les saints, la Vierge et Dieu par piété. Le savoir, à la fin, dissipant l'ignorance, fit voir de ce projet la dévote imprudence. On chassa ce docteur prêchant sans mission. On vit renaître Hector, Andromaque, Ilion. Seulement les acteurs laissant le masque antique, le violon tint lieu de chœur et de musique. Bientôt l'amour, fertile en tendres sentiments, s'empara du théâtre ainsi que des romans. De cette passion, la sensible peinture est pour aller au cœur la route la plus sûre. Peignez donc, j'y consens, les héros amoureux, mais ne m'en formez pas des bergers doucereux. qu'Achille aime autrement que Tircis et Philène. N'allez pas d'un Cyrus nous faire un Artamène, et que l'amour, souvent de remords combattus, paraisse une faiblesse et non une vertu. Des héros de romans fuyaient les petitesses, toutefois au grand cœur donnaient quelques faiblesses. Achille déplairait moins, bouillant et moins prompt. J'aime à lui voir verser des pleurs pour un affront. À ces petits défauts marqués dans sa peinture, l'esprit avec plaisir reconnaît la nature. Qu'il soit sur ce modèle en vos écrits tracés, qu'Agamemnon soit fier, superbe, intéressé, que pour ces dieux aînés est un respect austère. Conservez à chacun son propre caractère. Des siècles, des pays, étudiez les mœurs. Les climats font souvent les diverses humeurs. Gardez donc de donner, ainsi que dans Clélie, l'air ni l'esprit français à l'antique Italie. Et
sous des noms romains faisant notre portrait, peindre Caton galant et Brutus d'Ameray. Dans un roman frivole, aisément tout s'excuse. C'est assez qu'en courant la fiction amuse. Trop de rigueur alors serait hors de saison, mais la scène demande une exacte raison. L'étroite bienséance y veut être gardée. De nouveaux personnages, inventez-vous l'idée. Quand tout avec soi-même, il se montre d'accord et qu'il soit jusqu'au bout tel qu'on l'a vu d'abord. Souvent, sans y penser, un écrivain qui s'aime forme tous ses héros semblables à soi-même. Tout à l'humeur gasconne en un auteur gascon. Calprenet et Juba parlent du même ton. La nature est à nous plus divers et plus sage. Chaque passion parle un différent langage. La colère est superbe et veut des mots altiers. L'abattement s'explique en des termes moins fiers. Que devant Troie en flammes et Cube désolé ne vient pas pousser une plainte ampoulée, ni sans raison d'écrire en quel affreux pays, par cette bouche, le saint reçoit l'euthanaïs. Tous ces pompeux amas d'expressions frivoles sont d'un déclamateur amoureux des paroles. Il faut dans la douleur que vous vous abaissiez pour me tirer des pleurs, il faut que vous pleuriez. Ces grands mots dont alors l'acteur emplit sa bouche ne partent point d'un cœur que sa misère touche. Le théâtre, fertile en censure pointilleux, chez nous pour se produire, est un champ périlleux. Un acteur n'y fait pas de facile conquête. Il trouve à le siffler des bouches toujours prêtes. Chacun le peut traiter de fat et d'ignorant. C'est d'un droit qu'à la porte on achète en entrant. Il faut qu'en sa façon, pour plaire, il se replie, que tantôt il s'élève et tantôt s'humilie. Qu'un noble sentiment il soit partout féconde, qu'il soit aisé, solide, agréable, profonde, que de traits surprenants sans cesse il nous réveille, qu'il court dans ses vers de merveille en merveille, et que tout ce qu'il dit, facile à retenir, de son ouvrage on nous laisse un long souvenir. Ainsi la tragédie agit, marche et s'explique. D'un air plus grand encore, la poésie épique, dans le vaste récit d'une longue action, se soutient par la fable et vit de fiction. Là, pour nous enchanter, tout est mis en usage, tout prend un corps, une âme, un esprit, un visage. Chaque vertu devient une divinité. Minerve est la prudence et Vénus la beauté. Ce n'est plus la vapeur qui produit le tonnerre, c'est Jupiter armé pour effrayer la terre. Un orage terrible aux yeux des matelots, c'est Neptune en courroux qui gourmande les flots. Et qu'on n'est plus un son qui dans l'air retentisse, c'est une nymphe en pleurs qui se plaint de Narcisse. Ainsi, dans cet amas de nobles fictions, le poète s'égaye en mille inventions, orne, élève, embellit, agrandit toutes choses et trouve sous sa main
des fleurs toujours écloses. Qu'aînés et ses vaisseaux par le vent écartés soient au bord africain d'un orage emporté. Ce n'est qu'une aventure ordinaire et commune, qu'un coup peu surprenant des traits de la fortune. Mais que Junon, constante en son aversion, poursuive sur les flots le reste des lions, qu'école en sa faveur les chassants d'Italie, ouvre au vent mutiné les prisons d'Éolie. Que Neptune, encouru s'élevant sur la mer, de mots calmes les flots, mette la paix dans l'air. Délivre les vassaux, des Syrtes les arrache. C'est là ce qui surprend, frappe, saisit, attache. Sans tous ces ornements, le vers tombe en langueur. La poésie est morte ou rampe sans vigueur. Le poète n'est plus qu'un orateur timide, qu'un froid historien de fables insipides. C'est donc bien vainement que nos auteurs déçus, bannissant de leurs vers ces ornements reçus, pensent faire agir Dieu, ses saints et ses prophètes, comme si Dieu éclot du cerveau des poètes. Mettre à chaque pas le lecteur en enfer, n'offre rien qu'Astaro, Belzébuth, Lucifer. De la foi d'un chrétien, les mystères terribles d'ornements égayés ne sont point susceptibles. L'Évangile à l'esprit n'offre de tous côtés que pénitence à faire et tourment mérité. Et de vos fictions, le mélange coupable, même à ces vérités, donne l'air de la fable. Et quel objet, enfin, à présenter aux yeux que le diable toujours hurlant contre les cieux, qui de votre heureux veut rabaisser la gloire et souvent avec Dieu balance la victoire. Le tasse, dira-t-on, l'a fait avec succès. Je ne veux point ici lui faire son procès, mais quoique notre siècle à sa gloire publie, il n'eut point de son livre illustré l'Italie, si son sage héros, toujours en oraison, n'eût fait que mettre enfin Satan à la raison. Et si Renaud, Argand, Tancred et sa maîtresse n'eussent de son sujet égayé la tristesse. Ce n'est que pas j'approuve. En un sujet chrétien, un auteur follement idolâtre et payant, mais dans une profane et riante peinture de nausée de la fable employait la figure de chasser les tritons de l'empire de son, doté à Pan sa flûte, au parc leurs ciseaux, d'empêcher que Caron, dans la fatale barque, ainsi que le berger ne passe le monarque. C'est d'un scrupule vain, s'alarmer sottement et vouloir au lecteur plaire sans agrément. Bientôt ils défendront de peindre la prudence, de donner à Thémis ni bandeau ni balance, de figurer aux yeux la guerre au front des reins, où le temps qui s'enfuit, une horloge à la main, et partout des discours comme une idolâtrie, dans leur faux zèle, iront chasser l'allégorie. Laissons-les s'applaudir de leur pieuse erreur. Mais pour nous bannissons
une vaine terreur et fabuleux chrétiens n'allons point dans nos songes du Dieu de vérité faire un Dieu de mensonge. La fable offre à l'esprit 1000 agréments divers. Là, tous les noms heureux semblent nés pour les faire. Ulysse, Agamemnon, Oreste, Idoménée, Hélène, Ménélas, Paris, Hector, Aîné. Oh, le plaisant projet d'un poète ignorant qui, de tant de héros, va choisir Hildebrand. D'un seul nom, quelquefois, le son dur ou bizarre rend un poème entier ou burlesque ou barbare. Voulez-vous longtemps plaire et jamais ne lasser? Faites choix d'un héros propre à m'intéresser. En valeur éclatante, en vertu magnifique, qu'en lui, jusqu'au défaut, tout se montre héroïque. Que de faits surprenants soient dignes d'être ouïs, qu'ils soient tels que César, Alexandre ou lui, non tels que Polynice et son perfide frère. On s'ennuie aux exploits d'un conquérant vulgaire. N'offrez point un sujet d'incident trop chargé, le seul courroux d'Achille avec armes menacées remplit abondamment une Iliade entière. Souvent, trop d'abondance appauvrit la matière. Soyez vifs et pressés dans vos narrations. Soyez riches et pompeux dans vos descriptions. C'est là qu'il faut devoir étaler l'élégance. N'y présentez jamais de basses circonstances. N'imitez pas ce fou qui, décrivant les mers et peignant au milieu de leurs flots entr'ouverts, l'hébreu sauvé du joug de ses injustes maîtres, met pour le voir passer les poissons aux fenêtres. Peint le petit enfant qui va, saute, revient, et joyeux à sa mère offre un caillou qu'il tient. Sur de trop vains objets s'est arrêtée la vue. Donnez à votre ouvrage une juste étendue, que le début soit simple et n'ait rien d'affecté. N'allez pas de l'abord sur Pégase monté, criez à vos lecteurs d'une voix de tonnerre, je chante le vainqueur des vainqueurs de la terre. Que produira l'auteur après tous ces grands cris? La montagne en travail enfante une souris. Oh, que j'aime bien mieux cet auteur plein d'adresse qui, sans faire d'abord de si hautes promesses, me dit d'un ton aisé, doux, simple, harmonieux. Je chante les combats, et cet homme vieux qui déborde phrygien conduit dans l'Ozonie le premier abordant les champs de Lavinie. S'amuse en arrivant, ne met pas tout en feu, et pour donner beaucoup, ne nous promet que peu. Bientôt, vous la verrez prodiguant les miracles du destin des latins, prononcer les oracles, de Styx et d'Acheron, peindre les noirs torrents, et déjà les Césars dans l'Élysée errant. De figures sans nombre égarez votre ouvrage, que tout y fasse aux yeux une riante image. On peut être à la fois et pompeux et plaisant, et je haïs un sublime ennuyeux et pesant. J'aime mieux Arioste et ses fables comiques que ces auteurs toujours froids et mélancoliques qui, dans leur sombre humeur, se croiraient faire affront
si les grâces jamais leur dirigeaient le front. On dirait que pour plaire, instruit par la nature, Homère est venu se dérober sa ceinture. Sur livre et d'agrément un fertile trésor. Tout ce qu'il a touché se convertit en or. Tout reçoit dans ses mains une nouvelle grâce. Partout il divertit et jamais il ne lasse. Une heureuse chaleur anime ses discours. Il ne s'égare point en de trop longs détours. Sans garder dans ses vers un ordre méthodique, son sujet de soi-même et s'arrange et s'explique. Tout sans faire d'après s'y prépare aisément. Chaque vers, chaque mot court à l'événement. Aimez donc ses écrits, mais d'un amour sincère, c'est d'avoir profité que de savoir s'y plaire. Un poème excellent où tout marche et ceci n'est pas de ses travaux qu'un caprice se produit. Il veut du temps, des soins, et ce pénible ouvrage jamais d'un écolier ne fut l'apprentissage. Mais souvent parmi nous, un poète sans art, qu'un beau feu quelquefois échauffa par hasard, enflant d'un vain orgueil son esprit chimérique, fièrement prend en main la trompette héroïque, s'amuse de régler en ces vers vagabonds, ne s'élève jamais que par saut et par bond, et son feu, dépourvu de sens et de lecture, s'éteint à chaque fois, faute de nourriture. Mais en vain, le public prompt à le mépriser, de son mérite faux, le veut désabusé. Lui-même applaudissant à son maigre génie, ce don par ses mains, l'encens qu'on lui dénie. Virgile, auprès de lui, n'a point d'invention. Homère n'entend point la noble fiction. Si contre cet arrêt le siècle se rebelle, à la postérité d'abord il en appelle. Mais entendant qu'ici le bon sens de retour ramène triomphant ses ouvrages au jour, leur tasse au magasin, cachés à la lumière, combattant tristement les vers et la poussière. Laissons-les donc entre eux s'exprimer en repos et sans nous égarer, suivons notre propos. Des succès fortunés du spectacle tragique dans l'Athènes naquit la comédie antique. Là, le grec, né moqueur par mille jeux plaisants, distilla le venin de ses traits médisants. Aux accès insolents d'une bouffonne joie, la sagesse, l'esprit, l'honneur furent en proie. On vit par le public un poète avoué s'enrichir aux dépenses du mérite joué, et Socrate par lui dans un cœur de nuée d'une vilaine masse de peuple attirer les yeux. Enfin, de la licence, on arrêta le cours. Le magistrat de loi, des poètes plus sages, défendit de marquer les noms et les visages. Le théâtre perdit son antique fureur. La comédie apprit à rire sans aigreur, sans fiel et sans venin, sut instruire et reprendre, et plus innocemment, dans les vers de Ménandre. Chacun peint avec art dans un nouveau miroir, s'y vit avec plaisir ou cru, ne s'y point voir. L'avare des premiers rit du tableau fidèle de n'avoir souvent tracé
sur son modèle. Et mille fois, un fa finement exprimé, mais connu le portrait sur lui-même formé. Que la nature donc soit votre étude unique, auteur qui prétendait aux honneurs du comique. Quoiqu'onque voit bien l'homme et d'un esprit profond, de tant de cœurs cachés à pénétrer le fond. Qui sait bien ce que c'est qu'un prodigue, un avare, un honnête homme, un fat, un jaloux, un bizarre. Sur une scène heureuse, il peut les étaler et les faire à nos yeux vivre, agir et parler. Présentez-en partout les images naïves, que chacun y soit peint des couleurs les plus vives. La nature féconde en bizarres portraits. Dans chaque âme est marquée à de différents traits. Un geste la découvre, un rien la fait paraître, mais tout esprit n'a pas des yeux pour la connaître. Le temps qui change tout, change aussi nos humeurs. Chaque âge a ses plaisirs, son esprit et ses mœurs. Un jeune homme, toujours bouillant dans ses caprices, est prompt à recevoir l'impression des vices. Et vain dans ses discours, volage en ses désirs, rétif à la censure et fou dans le plaisir. L'âge viril, plus mûr, inspire un air plus sage, se pousse auprès des grands, s'intrigue, se ménage, contre les coups du sort, songe à se maintenir et loin dans le présent, regarde l'avenir. La vieillesse chagrine, incessamment amasse, garde, non pas pour soi, les trésors qu'elle entasse, marche en tous les dessins d'un pas lent et glacé, toujours plein le présent et vante le passé. Inhabile au plaisir dont la jeunesse abuse, blâme en eux les douceurs que l'âge lui refuse. Ne faites point parler vos acteurs au hasard, un vieillard en jeune homme, un jeune homme en vieillard. Étudiez la cour et connaissez la ville, l'une et l'autre est toujours un modèle fertile. C'est par là que Molière, illustrant ses écrits, peut-être de son art, eût remporté le prix, si, moins ami du peuple, en ses doctes peintures, il n'eût point fait souvent grimacer ses figures. Quitter pour le bouffon l'agréable et le fin et sans honte à Terence allié Tabarin. Dans ce sac ridicule où Scapin s'enveloppe, je ne reconnais plus l'auteur du misanthrope. Le comique, ennemi des soupirs et des pleurs, n'admet point un sévère de tragique douleur. Mais son emploi n'est pas d'aller dans une place de mots sales et bas charmer la populace. Il faut que les acteurs badinent noblement, que son œil bien formé se dénoue aisément, que l'action marchant où la raison la guide ne se perde jamais dans une scène vide, que ce style humble et doux se relève à propos, que ce discours partout fertile en beaux mots soit plein de passion finement maniée, et les scènes toujours l'une à l'autre liées. Aux dépens du bon sens, gardez de plaisanter, jamais de la nature, il ne faut s'écarter. Contemplez de quel air un père dont Terence vient d'un fils amoureux gourmand de l'impudence, de quel
erre ses amants, écoute ses leçons. Et coucher sa maîtresse, oublier ses chansons. Ce n'est pas un portrait, une image semblable, c'est un amant, un fils, un père véritable. J'aime sur le théâtre un agréable auteur qui, sans se diffamer aux yeux du spectateur, plaît par la raison seule et jamais ne la choque. Mais pour un faux plaisant, à grossière équivoque, qui pour me divertir n'a que la saleté, qu'il s'en aille s'il veut, sur 2 tréteaux montés, amusant le pont-neuf et ses sornettes fades, au laquais assemblés, jouer ses mascarades.